Le Mali à l'honneur à Dubaï. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga préside demain mercredi la journée du Mali à l'exposition universelle Dubaï 2020. Une pléiade d'artistes maliens est déjà sur place et une façon de dynamiser l'axe Bamako-Abu Dhabi. Le gouvernement face à une délégation de haut niveau de l'Union européenne. C'était à la faveur d'une réunion de clarification tenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts importants à déplorer. Une centaine de ménages touchés, autant d'animaux calcinés. C'est le triste bilan de l'incendie qui a ravagé hier soir une partie du parc à bétail de Faladje. Des ministres étaient sur le site pour apporter le soutien du gouvernement. Une rencontre de partage d'expériences et une foire d'exposition pour faire le bilan du projet Prévention de l'extrémisme violent, une initiative mise en œuvre par l'ONG Think Peace. Merci de rester fidèle au programme de l'ORTM. Le Mali à l'honneur demain, mercredi, à l'exposition universelle Dubaï 2020. Le Premier ministre est arrivé ce matin sur place pour présider la journée nationale dédiée à notre pays. L'événement sera marqué par un forum économique et une nuit culturelle. C'est aussi l'occasion pour le Mali de dynamiser sa coopération avec les Émirats arabes unis. Ibrahima Traoré et Aruna Diarra sont nos envoyés spéciaux. L'avion du Premier ministre s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Maktoum de Dubaï à 10h en heure locale. Le chef du gouvernement répond à l'invitation des autorités émiraties pour présenter le Mali culturel et économique. Ça se passera à l'Expo Dubaï 2020 où toute une journée sera consacrée au Mali dans toute sa diversité. Occasion pour le Premier ministre et sa délégation de vendre la destination Mali dans un contexte particulièrement difficile. Le déplacement que nous effectuons aujourd'hui à la tête d'une forte délégation ministérielle et des collaborateurs des ministres, des artistes, des opérateurs économiques, deux objectifs. Vous avez l'exposition universelle Dubaï 2020 qui a réservé le 23 comme la journée du Mali, où le Mali doit être vu dans toute sa diversité économique, culturelle, sociale. Nous sommes là aussi avec un deuxième objectif extrêmement important, c'est la diversification des partenariats économiques et financiers du Mali avec les pays du Golfe. Le président des Émirats arabes unis, le prince de Dubaï, nous ont invités aussi pour célébrer avec eux le 50e anniversaire de la fondation de leur État. Nous avons répondu parce que ça correspond exactement à nos objectifs aujourd'hui de diversification de notre partenariat, de renforcement des relations entre le Mali et les pays arabes, les pays musulmans qui ont toujours été à nos côtés. Vous vous rappelez les grandes années difficiles de sécheresse et par les temps qui courent où notre pays a besoin de soutien, a besoin du concours de ses amis. Il était de bon ton que nous soyons à côté d'eux pour célébrer, comme je dis, le 50e anniversaire de leur État. L'un des temps forts de la journée du Mali à Dubaï sera la prestation de plusieurs artistes comme Oumou Sangaré, Sidiki Diabaté, Cheikh Tidiane Seck, Bassekou Kouyaté ou encore le groupe Tartit. Un forum économique est également prévu. Il est intitulé Investir au Mali. Occasion pour les ministres ou encore des opérateurs économiques d'animer des panels sur des opportunités d'affaires dans notre pays. Réunion de clarification au ministère des Affaires étrangères entre une délégation de haut niveau de l'Union européenne et le gouvernement. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Mali et l'Union européenne. La situation sécuritaire du pays a été aussi évoquée. Les détails avec Alousseni Touré.
La mission de l'Union européenne a pour objet de faire le point de la coopération entre l'Union européenne et le Mali et la suite à donner à cette coopération. L'Union européenne s'est dit déterminée à poursuivre cette relation à laquelle elle accorde une grande importance. L'Union européenne est le premier partenaire du Mali au plan économique, en matière d'aide au développement, et nous sommes aussi très présents s'agissant de l'aide à la sécurité du Mali, puisque nous avons 2 missions de l'Union européenne qui forment l'armée malienne et qui forment les forces de sécurité intérieure. Et donc l'objectif de la délégation, c'était de discuter avec les autorités gouvernementales pour voir selon quelles conditions on pouvait continuer à travailler dans la confiance et de façon efficace avec les autorités maliennes. Pour sa part, le chef de la diplomatie malienne, entouré de 3 de ses collègues, a affirmé que le gouvernement se réjouit du soutien apporté à notre pays tout en insistant sur le respect de sa souveraineté. L'Union européenne, c'est un partenaire extrêmement important. Nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de questionnements et de difficultés sur lesquels le partenaire a souhaité qu'on puisse avoir des échanges. Et nous avons, dans ce contexte, réitéré à l'Union européenne notre volonté, d'abord notre appréciation de cette coopération et notre gratitude pour tous les soutiens apportés à notre pays. Nous avons aussi réitéré notre volonté de renforcer et de maintenir cette coopération avec l'Union européenne. Et nous avons regardé les contours de comment cela peut se faire. Pour la part malienne aussi, nous avons souhaité que tous les concours, en tout cas notre pays, puissent s'inscrire dans le cadre du respect de la souveraineté de notre pays, mais aussi doivent prendre en charge les besoins des Maliens aujourd'hui pour plus de résultats, notamment dans le domaine de la sécurité. Pour nous, ça, ce sont des dossiers importants. Nous savons aussi que beaucoup de partenaires sont inquiets aussi par le retrait de certains partenaires, qui n'est pas le fait du Mali. Le Mali n'a souhaité le départ de personne, a priori, mais le Mali a souhaité que certaines conditions soient réunies pour le travail de chacun. Nous souhaitons plus d'Union européenne, nous souhaitons que la MINUSMA et les autres partenaires qui sont là puissent continuer à faire leur travail, mais dans le respect du Malien, dans le respect de la souveraineté du Mali, et aussi qu'on puisse regarder comment cheminer ensemble. Maliens et Européens sont donc décidés à poursuivre cette coopération mutuellement avantageuse dans le respect des principes et exigences de toutes les parties. Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, apporte son soutien au peuple malien. Dans une interview et en référence à la situation malienne, elle estime que les populations ont le droit de choisir leur propre forme de gouvernance et les nations ont le droit de choisir leur alliance. Je vous propose de l'écouter. Que les gouvernements se doivent de protéger, l'état de droit doit être chéri, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États doivent être respectées. Les populations ont le droit de choisir leur propre forme de gouvernement, que les nations ont le droit de choisir leurs alliances. Il y a des droits inaliénables. Un incendie a ravagé hier soir une partie du parc à bétail de Faladier. Les dégâts sont lourds. On enregistre 103 ménages touchés, 147 animaux calcinés ou disparus, mais pas de pertes en vie humaine. Dès l'annonce, les membres du gouvernement se sont rendus sur le site pour apporter le soutien et l'appui de l'État en cette période d'épreuve. Garibou Pérou et Idrissa Traoré. Le feu s'est déclaré hier dans la soirée. Les flammes d'une taille anormale pénètrent dans le ciel. C'est le Garbal ou marché à bétail de Faladier qui fume. Au milieu des lamentations, les membres du gouvernement s'activent. Il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Là, on peut dire Dieu merci. Nous sommes en train de procéder maintenant à l'évacuation des familles touchées vers un site plus sécurisé en attendant de régler la question ici. Dans le ronflement des flammes et craquement des combustibles, la protection civile et la police s'emploient. Au bout de quelques heures, elles atteignent le feu et l'éteignent. Pas de perte en vie humaine. Ceux qui ont été sauvés de justesse racontent au ministre l'origine du sinistre. Tout est parti à partir d'une dame qui faisait la cuisine. Donc lui, il a pris le feu et voilà, tout est parti. Quelque part, on nous a dit oui, que c'est quelqu'un qui a brûlé les ordures. Quand on fait une analyse à ce stade, on comprend que c'est vraiment des feux domestiques.
à tous les habitants, que ce soit du Grabal ou que ce soit du camp des déplacés, de faire extrêmement attention au feu. C'est un espace très ouvert, vous voyez, c'est sur un plateau. En même temps, il y a le vent. Tout ce qui est dans leur environnement contribue à faire rapidement passer le feu. Un autre aspect très important, l'intervention a pu prendre un peu plus de temps parce que même les véhicules de la protection civile ne parvenaient pas à passer. Donc ils étaient obligés souvent de casser des hangars pour passer, de casser des enclos pour passer. Et tout ça, ça prend le temps en termes d'intervention. À la suite du ministre en charge de la sécurité, arrive le ministre du Développement rural. Au nom du gouvernement, il a remis aux victimes une enveloppe symbolique. Nous avons vu une situation désolante parce que des biens matériels ont été décimés par le feu. Nous invitons les autorités municipales et les agents du développement rural chargés de la gestion des DRAL de prendre toutes les dispositions pour essayer d'organiser un peu l'installation des marchands de bétail. Pour que l'on ne puisse pas connaître un événement de ce genre les années à venir, il serait bon que l'installation soit faite de façon ordonnée. Depuis le Mali, venir du Mali, ce qu'ils ont fait hier nuit, ce qu'on a vu, on n'a pas vu comme ça. Parce que tous les corps, ils sont là. Depuis hier, 18h jusqu'à le matin, tous les gens ils sont là pour protéger les Grabal. On a remercié les transitions des présidents, on a remercié le premier ministre Kokola Maïga, nous on remercie tous les membres du gouvernement. 103 ménages touchés et 147 animaux calcinés ou disparus, c'est le bilan du violent incendie. Notez la promptitude et le sacrifice des forces de sécurité et de protection. Les flammes auraient ravagé tout le site qui s'étend sur plusieurs hectares. Suite donc à cet incendie, la ligne haute tension de EDM-SA a été fortement endommagée, une situation favorisée par les occupations anarchiques auprès des installations. Non seulement cette pratique constitue un véritable danger pour les occupants, mais aussi complique l'intervention des équipes de EDM-SA. Boubacar Bablin Touré. L'incendie survenu hier sur le site des déplacés du Garbal de Faladje a fortement endommagé les lignes haute tension de 150 000 volts qui transportent l'électricité à partir du barrage de Manantali. Un accident qui a occasionné du coup l'interruption de la fourniture de l'électricité dans beaucoup de localités. Cet grave incendie est dû à l'occupation anarchique des servitudes des installations de EDM-SA qui doivent être libérées de 50 mètres de part et d'autre selon les normes. Cette occupation anarchique constitue non seulement un danger pour les occupants, mais aussi un blocage pour l'équipe de EDM-SA en cas d'intervention sur les installations. Cet incident a entraîné effectivement la réduction très forte de notre enlèvement de Manantali, l'arrêt des centrales de Sélengue et toutes nos centrales pratiquement qui sont ici à Bamako ont été arrêtées. Quand il y a un incident, on est obligé d'intervenir. Et vous avez remarqué, les accès sont vraiment difficiles. Et ce qui rend vraiment très très compliqué nos opérations de dépannage, donc temps de dépannage plus long. Normalement pour une ligne comme celle-là qui fait du 150 000 volts, il faut au moins un couloir dans lequel aucune installation, aucun ouvrage ne doit se situer. Il est donc urgent de trouver une solution à cette situation qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et c'est le lieu effectivement de rappeler les autorités pour que vraiment des mesures idoines soient prises pour éviter ce genre d'incident. Parce qu'en dehors de l'incendie, il peut arriver qu'un fil tombe et ça c'est encore aussi dangereux parce que 150 000 volts quand ça tombe, ça fait de gros dégâts. Et le directeur de poursuivre que tout est mis en œuvre par les équipes pour rétablir au plus vite la continuité du service. Khalifa Naman Traoré vient de nous rejoindre dans ce studio pour la lecture d'un communiqué qui vient de nous parvenir. Bonsoir Khalifa Naman Traoré. Bonsoir Fousseni Tunkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit du communiqué de l'état-major général des armées. Les forces armées maliennes, les FAMA, continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles en débandant, adoptant l'évitement et se dissimulant dans la population comme mode d'action. Cependant, ils disposent des capacités de nuisance et reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés, le sabotage des réseaux GSM, les tirs indirects et récemment des civils pris comme boucliers humains.
L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes maintiennent leur dynamique offensive des recherches et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletiki. Il a été procédé à l'intensification de la recherche, du renseignement et du contrôle des zones, particulièrement au centre et au sud du pays. Les actions majeures de la semaine se résument comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, l'unité légère de reconnaissance et d'intervention 3 des FAMA et la Task Group Takuba ont continué les reconnaissances offensives dans le Liptako à la recherche des sanctuaires terroristes dans le secteur de Indeliman et de Menaka. Suite à la forte attrition enregistrée par les terroristes consécutive au combat du 18 février dernier, les unités FAMA continuent les reconnaissances et les patrouilles principalement orientées vers la sécurisation et la protection des populations civiles dans le secteur de Tessit face à un ennemi adoptant désormais l'évitement. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, dans la région de Tombouctou, les efforts ont porté sur la précision du renseignement ayant conduit à l'arrestation des 8 terroristes, tous activement recherchés, dont 2 chefs de base, Abdou et Mahamadou Bari, un chef de guerre, Boubacar Nouhoum Diallo, dit Maciel. Les indices collectés sur les lieux de l'assassinat des 2 policiers à Tombouctou, c'était hier 21 février, permettent d'orienter les recherches sur 2 terroristes déjà identifiés et sévissant dans le secteur des Bers avec des assassinats ciblés et des poses d'engins explosifs improvisés dont le dernier incident a été commis sur la route Tombouctou-Bers. Dans les régions de Ségou, Mopti et Banyagara, les reconnaissances offensives dans différents secteurs ont fait un bilan de 15 bases terroristes démantelées, 19 terroristes neutralisés, dont Hassan Sangaré ayant conduit l'attaque contre le détachement FAMA de Sokoura en août 2020 et 15 suspects interpellés. 2 suspects mauritaniens interpellés, libérés et remis à l'ambassade, 34 motos récupérées et 15 autres détruites. 37 téléphones récupérés, 3 batteries, des mises en œuvre des engins explosifs récupérés, 8 engins explosifs improvisés récupérés et détruits. Des renseignements recoupés ont permis de localiser et interpeller un complice indicateur terroriste installé à Pointa, aux abords du pont de Markala, pour informer sur les mouvements FAMA sur les axes Markala-Nyono et Markala-Massina. En zone sud, dans la région de Bougouni, les unités FAMA ont détruit à l'artillerie une base terroriste dans la forêt de Tela, arrondissement de Kenya, avec un bilan de 3 terroristes neutralisés, 2 pistolets mitrailleurs et 4 chargeurs garnis récupérés, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés récupérés. Dans la région de Nara, les efforts ont porté sur la collecte, la précision des renseignements et la localisation des cibles avec un bilan de 3 fusils et des munitions récupérées, 7 téléphones récupérés, 32 suspects interpellés et relâchés après les investigations de la prévôté. Par ailleurs, les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt de zakat collectés des forces aux populations ont permis de récupérer 25 tonnes de vivres dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche, de renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leur interpellation dans les zones urbaines se poursuivront et que les FAMA s'adapteront donc au mode d'action des terroristes. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant ces derniers temps confirme l'emploi des civils comme des boucliers humains. Voilà, Fousseni Tounkara. Merci Kalfan Amantaoré pour la lecture de ce communiqué. Le centre Jimmy Carter Observatoire indépendant vient d'organiser un séminaire pour mieux cerner l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger. La rencontre était placée sous l'égide du ministère en charge de la réconciliation. Fadimba Keïta. Le séminaire de 2 jours en cours invite les représentants des 10 départements ministériels, des mouvements signataires et de l'inclusivité dont la CEMA, de la MINUSMA, des commissions de mise en œuvre et de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger et autres, à examiner les observations et recommandations des 6 rapports élaborés par le centre Jimmy Carter. Les perspectives sur la mise en œuvre du dit accord et son impact à moyen terme avec en toile de fond les réflexions sur les conditions de son parachèvement sont entre autres thématiques réparties entre les 4 groupes de travail constitués. Notre objectif a été
et reste de vous apporter une appréciation indépendante et des observations et recommandations pour aider à faire avancer la mise en œuvre de l'accord de paix. Le chef de la délégation de la CEMA au CSA trouve l'espace propice à l'avancée de la mise en œuvre de l'accord. Au regard des thèmes de référence de cette rencontre, il s'agira sans nul doute de passer en revue le contenu de l'observation effectuée, d'exploiter les recommandations faites et de convenir d'une stratégie de leur intégration en faveur de l'application et du suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les débats pilotés par des modérateurs et experts facilitateurs en cohésion sociale restent des pistes de solutions aux difficultés et problématiques récurrentes qui freinent le processus de mise en œuvre et de suivi de l'accord. Très certainement qu'il y a des différentes approches, des différences d'interprétation, mais je pense que dans cette salle, nous sommes tous liés par l'objectif commun dans Mali, réconcilier. Le Centre Carter, son accompagnement en direction du Mali par la production de 6 rapports qui sont des boussoles. Ils ont permis aux parties signataires de mesurer les réalisations, les insuffisances et surtout prendre connaissance de leurs responsabilités dans la mise en œuvre efficiente des actions préconisées dans le document de paix. Le séminaire n'a pas pour mission de produire une nouvelle feuille de route détaillée et actualisée, mais d'esquisser les éléments de plan d'action et de proposer des mécanismes d'accompagnement afin de favoriser à moyen terme le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord. 18e session ordinaire de l'AGETIC, le rapport d'activité de 2021, le projet de programme d'activité et le budget 2022 font partie des sujets évoqués. Mamadou Fane. La modernisation de l'administration reste un défi majeur des autorités de la transition. Malgré une situation difficile marquée par une crise sécuritaire, les administrateurs de l'AGETIC ont instruit à l'agence de poursuivre les efforts, accroître la part de l'économie numérique dans la modernisation de l'administration. Comme tâche prioritaire cette année, le rapatriement technique de la gestion du nom de domaine, le fameux .ml. L'AGETIC est en train de s'équiper à cet effet. C'est pour permettre à notre pays de disposer vraiment de sa souveraineté numérique. Parce que le .ml pour le Mali, c'est comme le 223. Tout le monde devrait avoir une messagerie professionnelle pour le gouvernement. Et cette messagerie professionnelle ne peut être qu'avec l'extension de notre pays, le .ml. Et puis, ça va aussi permettre à l'administration d'avoir vraiment une mémoire. Cette 18e session du conseil d'administration de l'AGETIC est donc l'occasion pour les administrateurs d'apporter des réponses efficaces et pérennes aux nombreuses attentes des citoyens et des entreprises. La situation actuelle du pays exige la prise de dispositions urgentes pour accroître l'usage de nos produits et services numériques locaux, les développer, innover, les adapter au contexte actuel. Le réseau intranet de l'administration, progressivement déployé, avec l'interconnexion de plus de 500 structures publiques, est une belle initiative qui a permis de maîtriser et de démocratiser l'usage du numérique. Il doit donc être renforcé afin de garantir une circulation efficiente de l'information, une maîtrise totale des outils collaboratifs, une protection efficace des documents administratifs, une sécurisation des communications. La vulgarisation de l'accès à l'Internet avec l'acquisition et l'installation d'une nouvelle station de base pour renforcer le cœur du réseau permettra de disposer d'une infrastructure large de bande pour assurer une bonne connectivité des populations au service des démarches administratives. Le laboratoire national des eaux vient de tenir la 19e session de son conseil d'administration. Il ressort de cette session que le laboratoire a analysé près de 1000 échantillons en 2021. Boubacar Bablentouré. En 2021, le laboratoire national des eaux a mené plusieurs activités conformément à sa mission de suivi et de contrôle de qualité des eaux. L'année 2021 a été marquée au niveau du laboratoire national des eaux par une série d'analyses, 9835 échantillons exactement, dont 5380 ont concerné les eaux de fourrage, 333 pour les eaux de puits, 3929 les eaux de surface, 88 les eaux de rejet et 105 pour les piscines. Au total, 500 points d'eau ont été suivis avec 12 382 analyses.
Pour cette 19e session du conseil d'administration, il s'agira pour les administrateurs de procéder à l'examen du rapport d'activité et du budget au 31 décembre 2021 et celui du programme d'activité et du budget au titre de 2022 de la structure. Le taux d'exécution budgétaire de l'exercice 2021 est de 99,66%. Le projet de budget pour l'année 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 902 211 672 francs CFA. Les perspectives de 2022, c'est essayer d'élargir encore les points de suivi. Parce qu'avec les nouveaux centres de la SOMAGEP, nous allons essayer d'étendre le suivi à d'autres points, à d'autres réseaux encore. Et ensuite, le laboratoire a un projet d'aller à l'accréditation. Le laboratoire national des eaux se fixe comme mission le suivi et le contrôle de qualité des eaux pour une gestion intégrée des ressources en eau. L'Office de la Haute-Vallée du Niger, malgré la faible pluviométrie et le retard dans l'approvisionnement des producteurs en engrais, a enregistré en termes de rendement des résultats satisfaisants. C'est ce qui ressort de la 30e session de son conseil d'administration. Les administrateurs s'en félicitent. Les réalisations jugées satisfaisantes portent sur une production de 318 496 tonnes de céréales sur 488 601 tonnes prévues, soit un taux de réalisation de 65%. 27 651 tonnes de coton graines sur une prévision de 300 000 tonnes, soit 92%. 2150 tonnes de sésame biologique sur une prévision de 2800, soit 77%. 240 362 tonnes de légumes sur une prévision de 268 763 tonnes, soit 89%. Le bilan céréalier issu de ces résultats dégage un excédent de 31 123 tonnes. Cette campagne qui profile à l'horizon est porteuse d'espoir à l'OHVN. L'administration nourrit de nouvelles ambitions pour atteindre les résultats escomptés. L'accent sera mis sur l'intensification de la culture du coton. Nous envisageons la production de 507 201 tonnes de céréales, 29 000 tonnes de coton graines, 4 800 tonnes de sésame bio. Le projet de budget s'élève à 10 milliards 573 millions contre 5 milliards 135 millions en 2021. Lors des travaux, les administrateurs ont examiné le procès-verbal de la 29e session et l'état d'exécution des recommandations. Leur analyse a également porté sur le rapport d'activité 2021 et son état de mise en œuvre. Ils ont aussi examiné le programme d'activité et le budget 2022. Le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région de Koulikoro a bénéficié d'une augmentation budgétaire de plus de 3 milliards de nos francs. L'information a été donnée lors de la première session ordinaire du comité de pilotage du projet. Jules Sambou-Sissoko. La première session ordinaire au titre de l'année 2022 du comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement PEPAC dans la région de Koulikoro doit examiner et approuver l'état de mise en œuvre des recommandations des sessions de 2021 et du rapport de résultats, la programmation opérationnelle et financière annuelle 2022 et des propositions de modification budgétaire. On est en train de construire la station de traitement de bout de vidange qui va traiter toutes les eaux noires de la ville. Et ce n'est pas seulement la station qu'on construit, on est en train de discuter la gestion de cette station, l'approvisionnement, donc la collecte des eaux usées. L'ambition, l'objectif est de faire de Koulikoro dans quelques années une ville beaucoup plus propre, beaucoup plus sain à vivre. Les acquis du PEPAC sont à consolider avec une augmentation budgétaire de 3 milliards 935 millions de francs CFA. Il est à rappeler que les membres du comité de pilotage ont pris des décisions relatives à la prolongation de la durée de mise en œuvre du projet grâce à la signature d'échanges de lettres.
entre la Belgique et le Mali ayant permis d'augmenter le budget du PEPAC d'un montant total de 6 millions d'euros, soit 3 milliards 935 millions 742 000 francs CFA. La finalité du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est d'assurer le bien-être des populations de la région de Koulikoro. Lancement ce matin du projet Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix au Mali. C'est une initiative de l'ONG Savama DCI et l'ambassade du Royaume-Uni. Le coût du projet est estimé à plus de 50 millions de francs CFA. Alpha Maïga. Les manuscrits sont une partie de notre patrimoine culturel et artistique. Et c'est là tout le sens de cette cérémonie. Une cérémonie consacrée au lancement du projet intitulé « Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix au Mali ». Avec la crise de 2012, on a extrait plusieurs centaines de milliers de manuscrits ici à Bamako. Et tous ces manuscrits, aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont bien conservés. Ils sont dans les maisons de stockage grâce à nos partenaires. Les valeurs de tolérance et de diversité sont bien ancrées au Mali. Et ces valeurs sont enracinées dans votre compréhension de l'islam. Ce sont les valeurs que partage le Royaume-Uni. Le coût du projet est estimé à plus de 50 millions de francs CFA et en termes d'activité, la réédition des ouvrages, des conférences débats. Aussi, il sera mené comme activité des émissions télévisuelles et radiophoniques, des tables rondes à travers les régions de Tumboutou, Ségou, Kaï et le district de Bamako qui sont la zone d'intervention du projet. Le président de la transition a instruit le gouvernement de faire de nos valeurs endogènes, ancestrales et culturelles le ciment de la refondation de notre pays. C'est pourquoi notre département ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet. Ainsi, il est procédé à la distribution d'un lot important de manuscrits traduits en français, anglais et arabe à l'assistance venue pour la cause. Les manuscrits revêtent tout simplement un enjeu culturel, historique, mais aussi politique pour une société, voire la nation. Je vous l'annonçais dans les titres, le projet prévention de l'extrémisme violent par les solutions alternatives intégrées vient de prendre fin. L'initiative était mise en œuvre par l'ONG Think Peace. Ce projet était axé sur la formation des détenus et la réinsertion socio-économique des ex-détenus. Nous retrouvons Boubacar Bablin-Touré pour la précision. L'erreur est humaine, mais perdurer dans l'erreur est jugé grave, a-t-on coutume de dire. C'est bien ce à quoi l'ONG Think Peace, autrement dit, Pensons Paix, s'est attelé pendant 2 ans à la prévention de l'extrémisme violent à travers son projet PC en milieu carcéral et hors carcéral. Ce projet était axé dans un premier temps sur la formation des détenus et dans un second temps la réinsertion des anciens détenus. L'idée, c'était d'appuyer des gens qui ont eu à faire des erreurs pendant déjà leur moment carcéral, pour leur faire passer du temps, deuxièmement les outiller, afin qu'à la sortie de leur milieu carcéral, on puisse les appuyer économiquement pour qu'il y ait beaucoup moins de récidives. Donc déjà, entre eux, de pouvoir partager leurs propres expériences, ça c'est d'abord entre eux. Deuxièmement, c'est entre eux et les membres de leur propre communauté. Grâce à ce projet, la réinsertion de certains anciens détenus est une réalité à travers le financement de GCRF. Avec Freepix, j'arrive à réaliser ma joie, ce que je veux faire de ce monde. En fait, je ne me sens plus comme un détenu. C'est ma toute première fois d'aller visiter une prison ou des prisons. Mais ça m'a vraiment donné une autre vie, de comprendre qu'après la prison, vraiment, il peut y avoir une autre vie. Ce projet, qui a sa première phase, a enregistré des résultats probants. C'est pourquoi les bénéficiaires souhaitent sa pérennisation pour prévenir le radicalisme. Il faut quand même leur donner une fois de plus une seconde chance. Et cette seconde chance, je pense que la dynamique a été toute comprise et par nos partenaires financiers et par l'État. Et la réinsertion sociale ne peut pas aller quand il n'y a pas le suivi post-carcéral. C'est comme un travail inachevé. Et ce que Think Peace est en train de faire dans ce domaine, c'est vraiment fabuleux.
La visite des stands où sont exposés divers articles et une prestation de groupe de danse des ex-détenus ont constitué les moments forts de la cérémonie. Une centaine de participants prend part à un forum national de 2 jours initié par Sasakawa Africa Association, l'état des lieux et les perspectives de la résilience des exploitations agricoles face aux défis de la productivité agricole. C'est le thème de ce forum annuel. Aliou Abdoulaye Touré. En initiant ce forum de 2 jours avec ses partenaires, Sasakawa Africa Association veut créer un espace de dialogue, d'échange et de réflexion. Il s'agit aussi de partager et de discuter sur les enjeux et perspectives de l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce forum cherche à identifier des opportunités technologiques, des bonnes pratiques, des innovations prometteuses mises au point par les institutions de recherche publiques et privées et les universités en vue de leur introduction dans son programme de vulgarisation auprès des producteurs. Conscient que tout développement passe nécessairement par une autosuffisance alimentaire, le secrétaire général du ministère du Développement rural s'est félicité des résultats obtenus par Sasakawa Africa Association. Ainsi, au cours de la campagne agricole 2021-2022, des résultats tangibles ont été obtenus. Il s'agit entre autres de plus de 3000 parcelles de démonstration mises en place. Un effectif de 5000 productrices et producteurs a été touché par ces démonstrations. 60 tonnes de semences de qualité ont été produites. S'adressant aux participants, le secrétaire général a invité les agents de vulgarisation, les producteurs ainsi que les différents acteurs des chaînes de valeur agricole à exploiter les différents outils technologiques pour davantage renforcer leurs capacités techniques. 18 contrats de vente signés pour un montant de plus de 8 milliards de francs CFA. Des informations issues de la 16e édition de la Bourse nationale aux céréales qui vient de s'achever à Ségou. Cette rencontre entre producteurs, transformateurs et acheteurs était placée sous le thème « Résilience des producteurs face à l'insécurité alimentaire ». Fousséini Samake. La 16e édition de cette Bourse nationale aux céréales qui vient de s'achever à Ségou a permis de formaliser 18 contrats de vente entre les producteurs céréaliers et les acheteurs venus de divers horizons. Le montant de ces transactions s'élève à plus de 8 milliards 350 millions de francs CFA. C'est pour quand même chercher à faire une convergence des différents producteurs pour qu'ils s'informent et à voir comment pouvoir écouler ces produits. En tout cas, de faire la valeur ajoutée et d'améliorer le revenu au niveau de nos exploitants. Il s'agit de mettre en relation les éventuels acheteurs et les producteurs pour pouvoir jouer un peu sur les prix des céréales afin de rendre disponibles les céréales toute saison. Pour cette année, les offres de vente s'élèvent à plus de 46 000 tonnes, tous céréales confondues, pour une demande de 128 000 tonnes. Cette différence s'explique par la situation sécuritaire dans certaines zones de production. Cette situation confirme que malgré les difficultés de la campagne dernière et la hausse des prix des céréales, les marchés demeurent suffisamment approvisionnés. Je voudrais vous assurer une fois de plus de la disponibilité des hautes autorités du pays à accompagner cet important outil. À l'issue de cette édition, plusieurs recommandations ont été formulées. Parmi ces recommandations, on note le renforcement des capacités des organisations de producteurs pour répondre aux exigences des achats, la diversification des partenaires financiers. Le centre talibé situé à Yirimadio Zerni vient d'ouvrir ses portes aux enfants talibés pour leur réinsertion. C'est une initiative de l'association Allegria. La cérémonie d'inauguration était présidée par le commissaire à la sécurité alimentaire, Baraki Sawatara. C'est un centre qui prendra en charge 20 enfants talibés durant 1 mois. Situé à Yirimadio Zerni, cette structure permettra d'assurer leur insertion professionnelle. Journée de lancement du programme de resocialisation, d'éducation et d'insertion professionnelle des enfants talibés mendiants au Mali. Un programme sur 12 mois avec 20 enfants qui suivront des formations ciblées et des coachings sur mesure pour assurer leur réinsertion effective dans la société. Cette belle initiative qui vise à donner un avenir à ces enfants qu'on voit tous les jours
sur les bords des routes, faufilés entre les voitures. Et on a vu à travers les interventions que le sort de ces enfants pèse sur la conscience de chacun d'entre nous. Ce projet de réinsertion des enfants talibés est soutenu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il a promis de prendre en charge les frais de location pour 1 an, ainsi que les frais d'eau et les factures d'électricité. À présent, la situation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Les services de santé ont enregistré 6 nouveaux cas positifs sur 959 tests réalisés, 80 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 626 patients sont sous traitement. Fin de la 4e édition du festival Daoula Poulakou. Le festival a regroupé une bonne partie des populations nomades autour des questions de paix et de solidarité. Des jours durant, les festivaliers ont eu la possibilité d'assister à des spectacles variés et de qualité. Les temps forts de la cérémonie de clôture avec Awama Kamara et Abou Kone. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition du festival Daoula Poulakou. Durant 5 jours, les populations ont pu profiter des merveilles de la nouvelle région. Un grand rendez-vous culturel entre fils et filles du Mali. Cette 4e édition du festival Daoula Poulakou, placée sous le thème « La culture comme facteur de la consolidation de la cohésion sociale et de l'unité nationale », a été un franc succès dans la région du Nioro du Sahel. 4 jours durant, la ville sainte de Nioro a vibré au rythme des sonorités des artistes venus de Nioro, des autres régions du Mali, du Sénégal et du Burkina. Une conférence sur le thème a été tenue à la salle de conférence du Conseil de Cercle. Les festivaliers venus de l'intérieur et des pays voisins ont scellé davantage nos cultures à travers chants, danse, théâtre et chorégraphie. Le dénominateur commun, promouvoir le vivre ensemble à travers la valorisation du patrimoine culturel des peuples nomades. Dans le contexte actuel, c'est une hardiesse que de vouloir organiser un événement pareil dans une partie du territoire national et surtout dans sa partie sahélienne. Et pour cause, nous connaissons tous la situation que connaît aujourd'hui notre pays. Mais nous avons voulu faire oublier la crise qui prévaut dans le centre et peut-être aussi dans une partie du Sahel occidental pour rappeler à la mémoire des humains qu'à côté du Mali aujourd'hui en détresse, il y a le Mali vivant et le Mali vivace. Saluer et remercier tous les généreux donateurs pour leur contribution et leur présence de qualité qui ont fortement contribué à la réussite de l'événement. Mes remerciements vont également aux festivaliers venus nombreux des villes de l'intérieur et des pays amis du Mali, ayant en partage les mêmes valeurs culturelles pour magnifier la culture nomade dans le Sahel. Je tiens à exprimer notre solidarité aux activités du festival 4e édition Daoula Poulakou. Cet événement d'ampleur régionale a fait venir des publics de toutes générations et de toute origine sociale et culturelle. Recueil de contes, légendes, fables et mythes africains est une nouvelle publication de Daouda Tekete. Dans ce recueil, plus de 300 légendes, fables et plus de 90 mythes de toutes les régions de l'Afrique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.